Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Je suis très heureux de t'accueillir au studio Marine, qui est notre studio d'enregistrement quand on est dans la région. Et je suis très heureux de pouvoir avoir cet entretien avec toi. Et je pense que nos auditeurs vont avoir un réel intérêt pour cette émission, parce que ça va assez bien dans la même veine que les différentes émissions de ce podcast, puisqu'aujourd'hui, en tous les cas, on va parler de toi, mais aussi on va parler de ce qui t'anime depuis quelques années, qui est la philosophie Montessori, puisqu'il paraît qu'il faut parler de philosophie plus que de pédagogie, mais je pense que tu y reviendras un petit peu plus tard. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, Laurent, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. J'avoue que j'ai été très surprise lorsque tu as pris contact avec moi, mais voilà, je suis dans un exercice qui est pas facile pour moi aujourd'hui, parce que je parlais de moi pendant 1 heure. Habituellement, sur des petites interviews, c'est beaucoup plus court, mais je sais le travail que tu fais avec bienveillance, donc je n'ai aucun doute sur la qualité de notre échange. Donc, me concernant, donc je suis Isabelle Pronesti. Je viens d'une famille d'immigrés italiens qui sont arrivés en France dans les années 50. Mes parents, ma maman toute petite fille avec mes grands-parents, et mon papa un peu plus tard, il était adolescent. Ils se sont rencontrés en France, se sont mariés. Mon papa ouvrier, maman au foyer, 4 enfants. Donc elle est restée, elle nous a accompagnés toute notre enfance. J'ai grandi dans une famille gaie, joyeuse et très animée, comme on peut imaginer les familles italiennes. Et donc j'ai bénéficié de cette double culture en grandissant en France. Aujourd'hui, je suis la maman heureuse et fière d'une grande jeune femme, je peux dire maintenant, elle aura 21 ans dans quelques semaines. Et voilà, pour ce qui concerne rapidement la partie personnelle. Sur la partie professionnelle, j'ai un parcours qui est riche, varié, atypique. Comme beaucoup de tes invités, j'ai écouté tes podcasts et beaucoup de tes invités sont dans la même configuration. C'est aussi un petit peu pour ça qu'on vous invite. Je veux dire, alors pas tous, je cherche pas en disant est-ce qu'il y a un parcours, mais en fait, tu le sais, la ligne éditoriale, c'est la singularité des parcours. Donc, et on a tous finalement des parcours singuliers. Mais ce qui est intéressant, c'est comment des personnes qui ont réussi ou qui ont développé des concepts ou qui ont, comme toi, implémenté une école, on en reparlera dans la région. Qu'est-ce qui les a amenés à faire ça ? Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est très inspirant, et effectivement, on y retrouve quelquefois des dénominateurs communs. Donc voilà. Oui, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie, et pour ce qui me concerne, en tout cas, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu besoin de donner du sens et faire le lien. Ça, ce sont vraiment des choses qui me caractérisent. Donc il y a à peu près 20 ans aujourd'hui, j'ai fait connaissance avec le monde de la formation professionnelle. Et c'était ta première expérience réellement, ou J'avais déjà travaillé auparavant, j'avais déjà des expériences professionnelles, très intéressantes aussi, mais assez éloignées du monde de la formation. Et puis un jour, au détour d'une recherche d'emploi, une petite annonce, et je me positionne et j'intègre le monde de la formation par la petite porte d'abord, si on peut dire ainsi. J'étais assistante formation, et je voyais mes collègues qui s'occupaient de la formation, de construire la formation, etc., faire leur travail. Ça m'intéressait, ça m'interpellait. Et très rapidement, j'ai ressenti l'envie d'aller plus loin, de comprendre
ce qu'est l'apprenant, comment l'envie d'apprendre, comment est-ce qu'on transmet, toutes ces questions-là étaient là, présentes en moi. Donc voilà, ça s'est fait à ce moment-là, vraiment. Mais le c'était déclic. Plus dans la formation professionnelle, on est d'accord. C'était la formation professionnelle, effectivement. Donc, et déjà des choses qui étaient certifiantes ou diplômantes. Il me semble que tu as travaillé dans quelque chose qui était à destination des apprentis aussi à un moment. C'était oui. Alors effectivement, il y avait donc cette première expérience. Après quelques années, malheureusement, cette structure a été reprise par une autre, et on proposait de poursuivre dans cette nouvelle structure. Je fonctionne aussi beaucoup au feeling. J'ai pas eu quelque chose de positif, et je me suis dit, je vais profiter de cette occasion-là pour me former, pour aller plus loin, justement. Toutes mes questions en lien avec la formation, je voulais aller plus loin, et donc je dis profiter. En même temps, j'ai perdu un emploi. J'ai perdu un emploi, mais ça a été une opportunité pour moi, et je l'ai pris comme ça, de me positionner sur une formation universitaire. Qui m'a permis donc en sciences de l'éducation, et qui m'a permis donc de répondre aux questions que je me posais les dernières années dans le cadre de ma profession, et de me dire voilà, j'avais des bases plus théoriques effectivement par rapport à toutes ces questions-là, mais j'avais des réponses à mes questions. Qu'est-ce que l'apprenant? Comment est-ce qu'il peut fonctionner d'une manière générale? Bien sûr, on est des individus, on fonctionne pas de la même manière, évidemment, mais des bases de compréhension, la transmission, comment est-ce qu'on transmet, parce qu'il y avait aussi une partie sur la formation. Donc tout ça m'a apporté vraiment, vraiment énormément. Et après cette année, j'ai pu intégrer le réseau des Greta à l'Éducation nationale. D'accord. Donc tu as quitté le monde de la formation professionnelle en tant que telle pour aller vers un autre réseau, c'est ça? Je continuais dans la formation. C'était quand même de la formation. C'était de la formation continue. Je restais dans le domaine de la formation. Je passais en fait du privé au public. Je poursuivais à une autre échelle, puisque à l'Éducation nationale, effectivement, j'étais chef de projet formation. Je travaillais avec des équipes de formateurs. Parce que tu étais déjà à l'Éducation nationale, en fait, ou tu as intégré à ce moment-là? J'ai intégré à ce moment-là. J'ai toujours été contractuelle. D'accord. Je n'ai pas souhaité passer des concours. Toujours cette liberté, ce souhait de liberté, de pouvoir. On m'a souvent sollicité durant ma carrière à l'Éducation nationale pour dire tiens, mais passe tes concours, etc. Je dis non, je suis bien en tant que contractuelle. Je poursuis. Voilà, ça se passait bien. Donc j'ai souhaité poursuivre de cette manière-là. Et donc très rapidement, j'ai travaillé dans le domaine du sanitaire et social, et plus particulièrement la petite enfance. D'accord. Donc je mettais en place des formations professionnelles à destination des adultes sur les thématiques liées à la petite enfance. D'accord. Donc là, il y avait déjà une réelle appétence pour l'enfant, en fait. L'appétence était là, et à nouveau le questionnement. Plus pour vraiment m'éclairer, oui. C'était vraiment plus accompagner les gens qui allaient apprendre aux enfants, c'est ça? Parce que tu dis il y a quelque chose qui est de ce registre-là. Oui, en fait. j'étais chef de projet, du coup je recrutais des formateurs. Tu formais les apprenants, en fait, c'est ça? Je m'occupais des formateurs qui allaient ensuite former les apprenants. D'accord. Je mettais en place des formations en lien avec un besoin de territoire, en lien avec les institutions, le conseil régional et autres, des entreprises qui avaient des besoins spécifiques, et on mettait en place ces formations avec les équipes. D'accord. Donc là, c'était la partie où toi, tu étais chef de projet. Mais déjà, tu ressentais, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était lié à l'intérêt pour l'enfant, de le voir grandir, s'épanouir? Oui, j'allais toujours chercher plus loin. Je disais tout à l'heure, donner du sens, faire le lien, travailler dans le sanitaire et social, ça impliquait pour moi de comprendre aussi ce qui était fait par les équipes. Donc, je travaillais en lien étroit avec les coordonnateurs, les formateurs, pour comprendre, et on mettait en place ensemble les contenus. Donc pour ça, je suis allée chercher l'information, je me suis auto-formée beaucoup, et bien sûr au contact de mes équipes qui étaient qui partageaient aisément. Donc ensemble, on construisait. Et là, effectivement, je me nourrissais de mes questionnements, et je répondais à ces questionnements liés à l'enfance pour le coup.
D'accord. Et à la petite enfance. Et à la petite enfance. Mais est-ce que tu avais un intérêt, je reviens avec ma question, est-ce qu'il y avait un intérêt premier ou quelque chose qui t'intéressait par rapport à l'enfant plus que par rapport à l'adulte? Par exemple, en ce qui me concerne, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec les adultes et j'ai quelque chose dans ma carrière professionnelle qui fait que j'aime à travailler avec les adultes. Et je n'aurais sans doute pas, vraisemblablement pas, et très certainement pas, la patience et la pédagogie ou de pouvoir travailler avec des enfants. Ça s'est révélé au fur et à mesure, effectivement, des expériences. Moi, je suis au contraire beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Je suis à l'aise avec les adultes, bien sûr. En même temps, c'est bien, hein, c'est rassurant. Mais oui, mais c'est ce qui m'a conduit aussi à ma place aujourd'hui. Ouais. Mais je suis à l'aise avec les enfants. J'aime leur spontanéité, leur sincérité, leur franchise. Voilà, ils ont pas de filtre. Et ça aide vraiment à avancer, à bien les comprendre, à les connaître. C'est facile. C'est facile de bien comprendre l'enfant. Alors, venons-en à la suite de ton parcours. Donc, à un moment, il y a quelques années, vous décidez en équipe d'implémenter une école Montessori, oui. Qui s'appelle l'école Montessori Avenir. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, comment c'est venu, et qu'est-ce qu'il faut faire pour monter une école Montessori, parce que ça a été une aventure quand même. C'est une aventure de 3 années avant l'ouverture. Avant l'ouverture. Avant l'ouverture, 3 années, oui, parce que nous sommes 3 cofondateurs. Nous avons tous des carrières à mener. Nous étions assez occupés, donc il fallait le temps de mettre en place ce projet et puis le temps aussi de se former, puisque j'ai pris la direction de cette école. C'était mis en place depuis le départ. Je vais revenir sur les fondements, hein. Ouais. Mais malgré tout, toujours faire le lien, comprendre. Donc, il était évident qu'il fallait aussi se former. Et se former, c'est sur les temps de vacances, sur les week-ends et autres. Donc, ça prend un peu de temps. Les fondements et l'origine, c'est en fait, je disais tout à l'heure, nous sommes 4 enfants. Ma petite sœur est psychologue. Mon frère aîné et donc ma belle-sœur accouche d'une enfant, Elena, à ce moment-là, et elle accompagnait cette petite fille au quotidien. Et ma sœur l'observe et dit à ma belle-sœur, écoute, ce serait peut-être bien que tu t'intéresses à la pédagogie Montessori pour accompagner Elena. Je pense que ce serait bien pour elle. Donc ma belle-sœur regarde un peu de quoi il s'agit et se dit tiens, ça pourrait vraiment être bien pour notre fille, effectivement. Voyons ce qui est proposé sur le secteur. Et à ce moment-là, pas d'école du tout. La première était à Nancy ou dans les Vosges. Voilà, elle réfléchit un petit peu, puis un jour elle m'appelle, elle me dit Isabelle, j'ai une idée. Et si on montait une école Montessori? Elle connaissait bien sûr mes activités professionnelles. Et je connaissais la pédagogie aussi. Dans le cadre de mes études, on l'avait vu, mais de manière assez rapide, mais je savais de quoi il s'agissait, et je lui dis banco, allons-y. Voyons ce qu'on peut faire. Ça n'existe pas, voyons ce qu'on peut faire. Et donc, on a commencé à initier déjà la manière de mettre en place une école sur le territoire, quelles étaient les autorisations nécessaires, à la direction, qu'est-ce qu'on attendait d'un directeur d'école, quelles étaient ses qualifications, toutes les questions qu'on peut se poser quand on met en place une structure telle que celle-ci. Et puis, bien sûr, le cœur absolu, c'est d'identifier le territoire et de trouver un local. D'accord. Également. Et donc ça, c'est 3 ans, donc vous avez l'idée. Et donc il va falloir quand même faire un certain nombre de démarches. C'est une aventure personnelle, financière, qui est engageante. Oui. T'as pas eu peur? Alors, je suis quelqu'un qui très pondéré, qui réfléchit, mais qui sait aussi prendre des virages, se lancer. Je fonctionne également à l'instinct, à la confiance, et effectivement le projet avançait, et plus il avançait, et plus je me disais on va y arriver, et ça va être beau. Et la peur elle est au moment
où je décide de poser ma disponibilité, puisque bien que contractuelle, j'étais en mesure de poser une disponibilité auprès de l'Éducation nationale. Là, c'est la démarche vraiment de dire, voilà, maintenant je vais arrêter mes fonctions et je démarre autre chose. Là, il y a un petit pincement, mais le travail qui avait été fait en amont... C'est aussi de l'entrepreneuriat, on est d'accord. Donc ça veut dire passer dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui. Et effectivement. Parce que là, vous n'avez pas de... Enfin, ou alors je me trompe, pas de subvention, rien. Vous êtes hors contrat. Oui, rien du tout, pas d'aide. Donc là, on est vraiment dans une... cette école, elle doit être menée comme une entreprise. D'accord. Elle doit être menée comme une entreprise. Les fonds, on vit aujourd'hui et on peut avancer grâce aux frais de scolarité versés par les familles. Ouais. C'est vraiment ce qui fait on y reviendra, qu'on avance. Donc, on va d'abord rester dans l'aventure qui débute. Oui. Donc là, vous décidez, allez, et alors, oui, ok, moi, si demain je décide de monter une école Montessori, ou si quelqu'un de nos auditeurs qui est là qui dit « Ah, ça m'intéresserait, moi j'aime tellement les enfants, ça peut pas se faire comme ça. » J'imagine il y a des protocoles, tu parlais de formation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans tout ça? Oui, alors il y a des formations, après il faut faire le choix de l'organisme de formation. On choisit un organisme de formation aussi, surtout sur ces pédagogies-là, en lien avec ce que l'on est, comme une école Montessori et ce que sont ses fondateurs. Clairement, d'une école à une autre, on se ressemble pas forcément. C'est pour ça que j'invite toujours les parents qui viennent vers moi pour se renseigner, dire écoutez, on va échanger, on va partager, mais on va surtout voir si on peut travailler ensemble. Peut-être qu'une autre école conviendrait mieux ou pas. Ou tout ira bien avec nous, mais ce sont des écoles. L'école ressemble à ses fondateurs, et donc on choisit des organismes de formation. On commence avec un organisme, mais on se rend compte qu'il manque des choses. Donc on a travaillé beaucoup avec En Terre d'Enfance. Parce qu'en fait, il y a des organismes de formation qui forment spécifiquement à la philosophie et à la pédagogie Montessori. Oui. En fait. Oui. D'accord. Oui. Alors on les trouve pas forcément dans la région. Nous, on a identifié effectivement un organisme avec lequel on fonctionne bien, qui est en Alsace. Le premier était sur Paris. On a d'autres dans d'autres régions de France. D'accord. Mais oui, ce sont des organismes spécifiques qui forment à la pédagogie. Il y a aussi un organisme qui est l'association Maria Montessori, l'AMI, qui forme également elle des éducateurs avec estampillés, Montessori, etc. Donc là, on est dans quelque chose de plus formel, disons. Mais là aussi, c'est un choix. D'aller vers cet organisme-là, c'est aussi un choix de formation. D'accord. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la philosophie Montessori, sur comment ça se passe finalement pour les enfants. Mais donc, vous formez, vous décidez de vous former, voilà. Et donc, toi, tu avais déjà ton diplôme en sciences de l'éducation et en sciences humaines. Oui. Et bon, ok. Et à partir du moment où vous avez le label, c'est une certification peut-être? On a des autorisations. Des autorisations. Alors là, pour le coup, on est soumis à avis du préfet, du rectorat. Nous sommes également suivis par l'inspection académique. On est soumis aux inspections. Bon, vous êtes hors contrat, mais vous avez quand même toutes les contraintes. Oui, c'est ça. On est hors contrat, on n'a pas de subvention, mais on a les contraintes, effectivement. Oui. D'accord. Après, c'est aussi un cadre sécurisant et sécurisé, je trouve aussi, pour les familles. Oui, puis pour les familles, pour les enfants, et même pour vous-même d'ailleurs. Oui. D'accord. Et donc l'ouverture, et après vous vous installez et vous ouvrez quoi. Et là, c'est encore un autre saut dans l'aventure, en fait, dans l'inconnu même, parce que la question c'est votre projet, vous y croyez, il y a la passion comme dans beaucoup de projets. Et après, il faut trouver s'il y a la clientèle qui vient. Oui. Et là, ça démarre bien. Ça démarre bien. La première année, on fait une rentrée avec 37 enfants. D'accord. 37 enfants. Et sur une capacité d'accueil de... j'ai pas dit. Alors, la prochaine, elle sera plus de 60. Oui, d'accord. Voilà, donc oui, donc c'est bien. Ce sera la 5e rentrée, là, dans quelques jours. On démarre à 37, on est déjà content. On a pu, en quelques semaines, quelques mois, convaincre ces familles de nous rejoindre, qui nous avaient suivis sur les réseaux et autres aussi, tout au long du parcours. Et on démarre, effectivement. Donc ça veut dire que vous aviez déjà communiqué en amont, en prévenant de la future ouverture Oui, on a quand même commencé à communiquer à peu près 1 an avant D'accord. Et ça a été utile, vraiment, ça vous a aidé? Ça nous a permis, effectivement, d'être en contact avec certaines personnes qui étaient intéressées, et puis certaines ont suivi, et puis d'autres pas. Mais ça nous a permis, effectivement, de garder le lien avec le territoire. Les gens suivaient de près parce qu'ils attendaient aussi, il y avait une demande sur ce territoire.
De là, après, à passer le cap d'inscrire les enfants dans une école nouvelle, inconnue sur le territoire, c'est encore une autre démarche. On est bien d'accord que là, c'est aussi pour les familles de se lancer. D'accord. Et donc, ça démarre bien et ça continue, ça fonctionne bien. Donc, autant dire, ça fonctionne bien. Donc, oui, on est très heureuse. Et alors, donc, l'intégration des enfants, c'est de quel âge à quel âge finalement dans le parcours chez vous? Oui, pour l'ambiance 3-6, on fonctionne on parle d'ambiance. On parle d'ambiance. On parle pas de classe. C'est ça. On parle d'ambiance, on mixe les âges. Donc l'ambiance 3-6 qui correspond à l'école maternelle. On accueille des enfants généralement dans le dernier trimestre avant leurs 3 ans. Donc pour les enfants qui ont par exemple en septembre, qui auront entre septembre et décembre 3 ans, peuvent faire leur rentrée dès septembre cette année, jusqu'à 6 ans, leur rentrée en CP. Et ensuite on poursuit en élémentaire jusqu'à l'entrée au collège. D'accord, donc vous assurez de la maternelle au collège, en fait. Oui, fin d'élémentaire. En deux ambiances, c'est comme ça on appelle ça. 3-6 et 6-11. D'accord, 3-6, 6-11, d'accord. Donc, et alors, quelle est la différence? Parlons maintenant du cœur du projet, la philosophie Montessori. J'étais il y a 2 semaines avec Michel Poulert qui parlait de Freinet, mais Montessori, alors qu'est-ce que c'est? Parce que pour les gens qui ne savent pas. Maria Montessori est une médecin italienne qui, au siècle dernier, a étudié les enfants d'un quartier pauvre, a souhaité les accompagner dans leur quotidien parce qu'ils erraient dans les rues. Elle s'est dit, il faut faire quelque chose, je vais les accompagner. Donc elle les a rassemblés dans la maison des enfants et leur a proposé de travailler différemment. Donc elle a mis en place du matériel et observé comment ces enfants évoluaient avec ce matériel. C'était très inédit. Et donc elle a créé le matériel pédagogique aussi qui permettait de travailler des savoirs qu'elle souhaitait proposer aux enfants. Et elle a travaillé aussi d'une autre manière. Jusqu'à présent, les enfants étaient à leur pupitre, à écouter le maître, etc. Et puis là, elle leur donnait une liberté de mouvement, liberté de choix, d'activité, mais toujours dans un cadre. Donc il y avait des éducatrices sont là, elles ont un rôle bien particulier, qu'elle a identifié. Et elles ont un rôle essentiellement d'observation. En pédagogie Montessori, il est très important d'observer les enfants pour les connaître. Connaître leur centre d'intérêt, et c'est par l'observation qu'on peut l'identifier, par des échanges avec les familles aussi. Mais là, pour le coup, c'était par l'observation, puisque les familles se désintéressaient des enfants qu'elle accueillait à ce moment-là. Et elle s'est rendue compte qu'ils apprenaient vraiment bien pour des enfants qui étaient en échec. Pour la plupart, en fait, ils arrivaient à parfaitement intégrer des notions qui auraient pu paraître complexes et pour lesquelles on aurait pensé que jamais ils n'y seraient arrivés. Donc, elle a continué tout au long de sa vie à étudier auprès des enfants et à observer et à écrire les fruits de ses observations de son travail et le partager au travers de livres qu'on a encore aujourd'hui et qu'on garde très précieusement et qu'on lit régulièrement parce qu'ils sont très inspirants et indispensables. Mais effectivement, c'était aussi une personne qui prônait l'accompagnement des enfants en toute bienveillance. On pourra reparler de cela, en toute bienveillance, sans être trop dans une caricature d'enseignants sévères et autres. Voilà. Posons un cadre, posons des règles, et les enfants évoluent dans ce cadre-là et avec ces règles-là. Et ce sont toujours des règles qui existent aujourd'hui, parce que tu parlais de livres en particulier, tu dis on les utilise toujours. Alors moi je dis ok, les livres du siècle dernier, on les utilise toujours. J'imagine qu'on parle pas du 20e siècle aussi. Si. Ça va quand même. On parle du 20e. Après, quand on les utilise, nous, en tant qu'éducatrices aussi, pour nous inspirer de ce qu'elle ressentait et comment est-ce qu'elle mettait en œuvre, il y a du matériel encore aujourd'hui, bien sûr, qu'elle a créé et qu'on utilise, mais bien sûr qu'on a avancé.
Tout à l'heure, je parlais de la formation AMI opposée aux formations d'autres organismes. AMI, on fait le choix souvent quand on est très puriste et qu'on veut rester absolument dans la philosophie de Maria Montessori. D'autres formations aujourd'hui s'inspirent de ce qu'on connaît, les neurosciences et autres. Ça sont des points aussi qui m'interpellent et auxquels je me réfère. On a avancé depuis plus d'un siècle, donc il faut qu'on avance avec les enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont pas ceux que Maria Montessori a observés. Donc on avance et on fait des choses aussi avec les enfants que l'on rencontre aujourd'hui, évidemment. D'accord. Ça veut dire qu'au sein de l'association Maria Montessori, vous avez aussi des réunions, des colloques, des formations, des mises à jour ou des endroits où vous discutez de ça? Alors, c'est pas organisé de manière nationale. Neurosciences, mais voilà. Oui. Alors c'est pas organisé de manière nationale. Nous, on se regroupe parfois avec des collègues qui ont créé des écoles aussi pour échanger, partager. C'est très très important. Donc on a des échanges avec des collègues, mais là c'est vrai aussi, aussi vraiment en fonction d'un ressenti. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de colloque point de vue au niveau national. Après, je parle de neurosciences parce qu'effectivement, il y a des formations qui existent, des conférences et autres. Donc on se nourrit aussi de tout cela. D'accord. Alors. Comment se déroulent les journées, les fondements? C'est-à-dire, bon, pour le système scolaire qui a été le mien, par exemple, mon parcours classique, je suis allé en maternelle, comme beaucoup la majorité, puis après on va primaire, cours préparatoire, CE1, CE2, CM1, CM2, puis après on rentre au collège, et il y a, comme nous disaient les profs, ce qu'on se souvenait, c'est qu'il faut qu'on termine le programme, ou le programme sera fait, donc il y a un programme, qui est celui de l'éducation nationale pour la plupart du temps, qui dit que voilà, en CP c'est ça, et puis il y a des évaluations nationales, les parents qui m'écoutent alors s'ils voient bien de quoi je veux parler, et puis les fameuses notes, les bulletins scolaires, enfin... Quelle est la différence majeure? Et après, on reviendra sur les règles, parce que tu parles des règles qu'a posées Maria Montessori. Je pense que c'est intéressant d'y revenir, mais quelle est la différence majeure d'un enfant scolarisé qui rentre donc dans le dernier trimestre avant ses 3 ans à l'école Montessori et qui va y aller jusqu'au collège? Alors, on a fait le choix dans notre école de respecter le programme d'éducation nationale. Ça, c'est un choix qui est propre à notre école. On n'était pas contrainte de le faire. On a fait ce choix-là, d'une part pour pouvoir accompagner les enfants, accompagner les familles. On travaille en étroite collaboration aussi avec les familles. Les parents, comme toi et moi, ont suivi un cursus la plupart du temps classique. Voilà, et c'est très difficile pour eux de s'éloigner de ce schéma-là. Donc, on les accompagne au fur et à mesure pour leur présenter notre manière de travailler. Donc, en maternelle, on a 3 années pour acquérir des compétences de base qui sont largement acquises dans notre école avec les enfants que l'on suit. Effectivement, généralement, c'est à partir du CP que les parents s'interrogent un petit peu plus. Souvent, même d'ailleurs, quand on a inscrit en maternelle, en 3-6, on dit mais comment ça se passe par la suite? Donc, nous avons des livrets qui suivent les enfants, donc dès les tout petits. Et on a des livrets avec les compétences à acquérir par niveau. Donc CP, CE1 jusqu'à CM2, on sait quels sont les attendus par enfant. Donc en fonction de la tranche d'âge de l'enfant, on sait quels seront les attendus. Là où on peut avoir une petite distinction, c'est qu'on va accompagner les enfants aussi en fonction de leurs appétences et de leur facilité ou non d'acquérir des notions. Donc, un enfant qui est très à l'aise avec la lecture, qui va commencer à lire à l'âge de 4 ans ou 5 ans, qui va avancer, etc., on peut très bien lui proposer de la grammaire dès sa grande section. On n'attendra pas le CE1 ou le CE2. Un enfant qui, en CP, a avancé en mathématiques de manière à pouvoir aborder toutes les notions de multiplication et autres, on va l'accompagner. On n'oubliera pas ce qui est attendu par l'éducation nationale, et on va lui demander de continuer à travailler tout ce qui est attendu, mais on va poursuivre avec lui ses apprentissages en fonction de ses centres d'intérêt, de ses appétences, sans oublier de proposer tout le reste. On va pas non plus, pour un enfant qui est très matheux ou très penché sur le français, on va pas se contenter de ça.
On va aussi lui demander de travailler le reste des notions. Et puis, il y a aussi des enfants qui peuvent être un petit peu... Alors, on compare pas, on dit toujours, mais qui peuvent être un peu en retard par rapport à ce qui est attendu, aux attendus d'éducation nationale. Les parents, généralement, sont très conscients de ça. On en parle avec eux. Et on prend le temps. Et on prend le temps de les accompagner. S'il y a discuter en lecture, s'il y a des difficultés en mathématiques ou autre, peu importe, on avance. Et nous, notre préoccupation aussi au quotidien, et quand on échange avec les collègues, dire comment on peut trouver des clés pour intéresser, pour amener différemment, parce que Maria Montessori, effectivement, a proposé des choses. Parfois, ça peut ne pas convenir. Donc, comment est-ce qu'on peut amener les choses ? Un enfant qui montre du désintérêt par rapport à une notion, on va essayer d'amener par un autre biais. Les mathématiques, on peut les amener, et notamment le compter, on peut les amener avec des petits... Pour l'enfant qui est intéressé par les animaux, on va lui demander de compter les animaux d'Afrique, par exemple. Et il aura positionné les animaux, et il va compter les animaux, et il va compter, l'objectif c'était ça. Ouais. Donc on peut aussi entrer par différentes voies. On s'adapte à ce que sont les enfants de notre école pour emmener les notions. Et c'est surtout pas tous au même moment. C'est vraiment individualisé. Alors, une des clés, c'est le développement de la confiance en soi, oui. En fait, de l'enfant. Oui. Comment ça se travaille, ça ? Il y a une notion de respect aussi, c'est pas antinomique, en fait. Oui. Il y a respect de l'autre et développement de la confiance en soi. Oui. Comment vous le travaillez, en fait ? Oui, le respect, la confiance en soi, l'empathie, sont des choses qu'on travaille dès le plus jeune âge. Déjà, en nous comportant vis-à-vis des enfants de la même manière qu'on attend qu'ils se comportent vis-à-vis de nous. Et on attend la même chose entre eux. Donc ça veut dire beaucoup d'explications dès tout petit, beaucoup de communication avec eux, et on le travaille au quotidien. Ça peut être dans l'ambiance quand il se passe des choses, ça peut être un cours de récréation, ça peut être à travers aussi au travers des histoires qu'on raconte. On le raconte des histoires souvent en début d'après-midi à la reprise. On profite de ces moments-là pour aborder des thèmes. Donc, le respect, l'empathie et la confiance en soi, elle s'installe. Alors, ce sont des individus. Donc, on part pas tous avec la même qualité, ou en tout cas la même quantité de confiance en nous. Donc, certains sont très confiants et très à l'aise, très jeunes. Et puis d'autres manquent de confiance et on ne sait pas pour quelle raison. Et là, on va les rassurer, on va les accompagner d'une manière un petit peu différente d'un copain qui, lui, a tout à fait confiance en lui et qui a pas ce besoin-là. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'individualisation, c'est aussi sur ces points-là. Mmh. C'est vraiment très, très marqué, notamment chez les plus petits. D'accord. Alors, ça demande quand même finalement, je vois les choses, mais je me dis, pédagogiquement, ça demande aussi un encadrement permanent, finalement, quoi, parce que, nous, on était dans des classes de 20, 22, je ne sais plus combien, peu importe, et à mon époque, donc je suis un ancien combattant, il y avait encore des maîtres ou des maîtresses sur l'estrade, enfin, moi j'ai connu ça en tous les cas, on nous donnait un enseignement, on suivait ou on suivait pas, et on faisait même des classements déjà très tôt. Voilà, donc on disait tête de classe, ou alors tel cancre du fond qui près des radiateurs au fond. Comment on peut le faire finalement différemment ? Encore une fois, je ne remets rien en question, mais comment vous faites-vous dans la particularité de l'accompagnement Montessori ? Alors, pour les plus petits, lorsqu'un matériel est présenté, on va, à un moment donné, quand l'enfant, lui, va le manipuler seul, on va observer et on va voir s'il arrive au bout du travail tout seul. Parce que ce sont souvent des matériels aussi qui sont autocorrectifs. Donc, si le travail, s'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout du travail, c'est qu'il n'a pas encore acquis la compétence. D'accord. Ça, c'est une première chose. Pour les plus grands, eh bien, on leur donne un travail qu'on corrige avec eux et on valide ou non. On met pas de notes.
On valide ou pas. On peut lui redemander de recommencer et du coup reprendre le matériel pour qu'il travaille, lui demander de reprendre un matériel, disant tiens, reprends voir ce matériel. Qu'est-ce que tu appelles le matériel? Le matériel, ce que j'appelle, c'est ce qui est. Parce que tout à l'heure, on parle pas de classe, mais on parle d'ambiance. Donc, oui, pardon. C'est mon quotidien, donc désolé, merci de me demander de préciser. En fait, on a de la manipulation. Et puis à un moment donné, les enfants arrivent à l'abstraction. Et quand je parle là du coup des plus grands qui sont déjà dans l'abstraction, quand il y a des notions où on voit que c'est un petit peu compliqué pour eux, on va leur demander de manipuler à nouveau ce matériel qui leur a permis d'intégrer tout ça pour se remémorer et pouvoir arriver à la finalisation du travail. D'accord. Mais alors, l'écriture, comment est-ce que finalement on apprend à écrire? Mes questions sont peut-être bateaux, mais comment est-ce qu'on apprend à écrire dans une école Montessori finalement? Ouais, ça fait partie d'un enseignement à part entière. Nous, on a fait des lignes, voilà. Oui, ça fait partie d'un enseignement à part entière, et justement par rapport à ça, donc pour ma part, je me suis formée au geste d'écriture. On s'est formé avec l'équipe encore récemment. Je vais aller plus loin encore cette année. Là, j'entame une année de formation en grapho-éducation pour aller encore plus loin, pour pouvoir accompagner encore mieux les petits qui vont arriver dans le geste d'écriture et aider les plus grands qui sont parfois en difficulté pour le geste d'écriture. Mais c'est dans un travail au quotidien. De la même manière, quand on sait que l'enfant va faire un travail avec un crayon, à ce moment-là, on est attentif à la posture, comme la manière dont il va prendre son crayon, etc. Le corriger, lui, parce que les enfants sont attirés par des crayons, par les dessins et autres. Et déjà, dès là, on peut les accompagner. Puis ensuite, quand ils commencent à tracer, de la même manière. Et on peut leur donner des exercices pour tracer et apprendre le geste d'écriture, de manière à pouvoir ensuite être dans l'écriture. Ils peuvent écrire dès la grande section, et puis ensuite, bien plus encore en élémentaire. Bien sûr, d'accord. Waouh. Et alors, le bilinguisme aussi est super important dans votre école. Enfin, vous faites beaucoup d'anglais. Oui, le bilinguisme, l'anglais. Vous dites en immersion. Alors, donc, moi, ça m'interpelle. Ça. L'anglais est présent puisque dans chacune des ambiances, on avait, je dis on avait parce que cette année les choses changent, une éducatrice anglophone. Autant en 3-6 qu'en 6-11, qui travaille avec les enfants en anglais uniquement, qui s'adresse à eux en anglais. Cette année, les choses changent parce que on renforce l'équipe encore en anglais. Donc, on aura 2 éducatrices et assistantes anglophones uniquement dans chacune des ambiances, en plus des personnels qui sont francophones. Donc, l'anglais est là, il est présent. Les enfants s'imprègnent et comprennent très rapidement les indications. On parle sur du quotidien, beaucoup, dans l'ambiance, et puis après, il y a des particularités, des moments où on travaille individuellement avec les enfants, l'anglais plus particulièrement. Et ils apprennent, comme pour le français, ils apprennent les couleurs, ils apprennent à compter, ils apprennent les lettres et les sons en anglais, de la même manière que pour l'apprendre en français. Il y a aussi une grande ouverture au monde, à l'écologie, ce genre de choses, c'est ça? Oui. C'est très présent, prégnant. C'est présent. On parle des différentes fêtes tout au long de l'année, Nouvel An chinois, les fêtes de l'Aïd et autres. On n'exclut pas, au contraire, les cultures. On a des enfants de différentes cultures dans notre école. Les parents peuvent venir parler de leur culture quand il y a des choses particulières. Donc oui, c'est très présent, l'ouverture au monde. Voilà, l'humain, c'est le sujet. L'humain au sens large. On est tous, peu importe la couleur de peau, on est tous des êtres humains avant tout. D'accord. Et alors, je fais le pont avec le fameux décalogue de Maria Montessori. Alors, on n'est pas obligé de le décliner, on peut le trouver assez facilement. Qu'est-ce qu'il dit en substance, ces règles? Parce qu'effectivement, on a l'impression, finalement, quand les gens parlent de Montessori, ils disent « Ah ouais, mais c'est cool, mais bon, il peut y avoir un peu d'appréhension, ou ils n'imaginent peut-être pas qu'en fait, c'est vraiment basé sur des règles, et il y a des fondements qu'elle a bien marqués, personnels. Elle a fait quelque chose de fort, avec des règles qui sont inscrites dans le marbre de toutes les écoles du monde entier, en fait. Oui. En fait, ce qui est le plus important,
c'est de ne pas oublier que l'enfant est un être humain à part entière. Ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment un être humain. Et donc, il faut vraiment le considérer au même titre qu'un adulte. Il faut l'accompagner de cette manière-là, en toute bienveillance. Il faut savoir l'écouter et l'entendre. C'est vraiment très, très important pour pouvoir bien l'accompagner. D'accord. À l'issue donc du cycle, alors je me suis posé la question, j'avoue que je n'ai pas investigué plus avant, mais est-ce qu'il y a des collèges Montessori, ça existe ça ? Il y a des projets qui sont en place. Nos collègues de l'école de Huntin, à la frontière luxembourgeoise, ont initié un projet. Je crois qu'elles sont en bonne voie pour cette rentrée déjà. C'est-à-dire poursuivre Oui, pour poursuivre effectivement la scolarité via Montessori. Alors à Huntin, elles sont sur une école alternative. Elles utilisent Montessori, mais pas uniquement. Mais voilà, c'est le projet sur le secteur. Sinon après, c'est effectivement plus lointain. Ils sont à Nancy. D'accord. Alors pour vos élèves qui terminent, je ne sais pas si on dit le cycle, puisqu'à 11 ans, ils quittent et ils intègrent le collège directement, c'est ça ? Ils sont en difficulté ? Oui, alors les parents font des... J'imagine que ce sont des questions que posent les parents avant d'entrer. Ils ont une inquiétude, est-ce qu'ils pourront reprendre le cycle ? Oui, alors ils vont poursuivre leur scolarité avec un dossier scolaire qu'on remettra qu'on remet aux familles. On déclare aussi les enfants qui vont entrer au collège auprès de l'inspection et de l'académie. Donc après, le choix des parents, c'est où intégrer le collège de secteur dont ils dépendent, ou d'aller vers d'autres institutions privées. Et là, après, c'est vraiment fonction de chacun. Alors, est-ce qu'on a du recul oui, on en a forcément depuis toutes ces années, mais déjà, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez du recul sur les résultats, finalement ? Est-ce que finalement, les études, est-ce qu'il y a eu des études là-dessus ? J'imagine que oui, sur finalement qui met en avant la différence en termes d'apprentissage des élèves qui sont passés par les écoles Montessori et les autres, ou est-ce qu'il y a un comparatif ou une comparaison ? Oui. Alors, j'ai pas connaissance d'études faites au niveau national. En revanche, les échanges qui sont faits avec d'autres, et notamment nous maintenant avec le recul aussi, on se rend compte, et c'est déjà ce qui était très prégnant auparavant, c'est que les enfants sont des enfants qui ont confiance, ils ont confiance en eux, ils sont autonomes, ils sont en mesure aussi de s'adapter, donc une très grande capacité d'adaptation. Donc c'est ce qui est attendu souvent à l'entrée au collège pour les enfants, c'est une autonomie dans la réalisation des devoirs et autres. Les enfants malheureusement aujourd'hui sont pas toujours accompagnés pour être préparés à ça. Souvent jusqu'au CM2, on leur indique ce qu'ils doivent faire à la virgule près. Et tout à coup, au collège, on attend d'eux qu'ils soient autonomes, qu'ils sachent faire, etc. Et ça, c'est un vrai changement pour eux. Alors, nous les accompagnons, nous aussi, bien sûr, mais on connaît cette échéance, donc au fur et à mesure, on s'adaptera à ce qui sera demandé. Donc, ce sont des enfants qui vont bien, qui suivent une scolarité qui se passe bien. On a des enfants qui ont quitté même plus tôt, qui vers le CM1 sont allés en 6e et pour lesquels ça se passe. C'est-à-dire en fait, ils étaient en avance donc sur le programme et ils ont pu intégrer. Ils étaient prêts à intégrer, oui. Voilà. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a alors je mesure le succès et l'engouement. Il y a combien d'écoles Montessori d'ailleurs en France ? Et comment on fait pour les trouver ? J'ai pas ce nombre, Laurent. D'accord. J'ai pas ce nombre. On pourra avoir la source pour mettre dans le descriptif de l'épisode. Oui. C'est la question piège. Vous voyez, chers auditeurs, que j'envoie pas les questions à l'avance. Non, on n'a pas les questions à l'avance. Non, j'ai pas cherché sur ce point. Des projets naissent très régulièrement. D'autres sont avortés, d'autres se poursuivent. Des écoles qui ouvrent parfois ferment peu de temps après. C'est aussi une des inquiétudes des familles. On a cette chance d'être là pour la 5e année bientôt. On espère que ça durera encore
de nos nombreuses années. D'accord. Parce que là, vous avez la rentrée, vous êtes quasiment vous êtes complet. Donc, ça veut dire, s'il y a des nouveaux élèves, il y a encore une possibilité, que ce soit chez vous ou ailleurs, de trouver facilement un accès dans une école Montessori. Alors, pour trouver une école Montessori, effectivement, le mieux, c'est de s'y prendre assez tôt, quand on a ce projet-là. C'est-à-dire avant. C'est de se positionner peu de temps, enfin, dans l'année après la naissance de votre enfant, si vous pensez vouloir intégrer une école comme la nôtre. Ça n'engage en rien les familles, quoi qu'il en soit pour nous en tout cas. Mais ça permet de préparer le projet. Voilà, ça prépare le projet, et puis ça se finalisera au moment de notre rendez-vous. Lorsqu'on sera certain que les attentes des familles et ce que l'on propose sont cohérents. D'accord. Super. On avance, on est bientôt, on a bien avancé déjà dans l'émission. Est-ce que vous avez des projets futurs par rapport... Est-ce que toi, tu as des projets d'ailleurs, que ce soit à travers l'école ou d'autres projets? Tu nous as parlé de tes projets de formation, mais... finalement, revenons un peu à toi maintenant. Est-ce que tu as des projets futurs ou est-ce que vous avez des idées finalement de développement? Alors j'ai compris que l'anglais allait se redévelopper encore un peu plus. Voilà, est-ce qu'il y a des projets qui sont au sein de l'école, on a toujours beaucoup d'idées. Après, c'est la mise en œuvre. L'an dernier, on a pu accueillir un poulailler. Ça faisait depuis d'accord. Pour travailler aussi avec les animaux. Alors, oui, finalement. depuis l'ouverture de l'école, on espérait pouvoir accueillir des poules. Voilà, ça a été mis en place l'année dernière. On a d'autres projets. Je vais pas forcément parler là parce que un peu de superstition, de se dire tiens, est-ce que ça se mettra en place ou pas? C'est compatible ça, Montessori et la superstition? Non. En fait, on aimerait. C'est la pandémie qui nous a un peu mis les bâtons dans les roues sur ces projets-là. C'est avec les plus grands en élémentaire pouvoir partir dans des séjours. Mettre en place des séjours à la mer, à la campagne, voilà. Et malheureusement l'an dernier ça a été avorté. On espère que cette pandémie prendra fin rapidement pour pouvoir le mettre en place. Ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur, effectivement. Et on a la chance aussi à l'école d'avoir une association de parents d'élèves qui est active et impliquée, qui propose des choses aussi toujours intéressantes. Donc on travaille avec eux aussi pour mettre en place des choses nouvelles. D'accord. Qu'est-ce qui t'a, à titre, revenons personnellement, est-ce que on voit bien ton chemin finalement et tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu continues à développer avec la structure et les gens qui sont autour dans cette école. Est-ce qu'il y a toi dans ta vie une rencontre que tu as faite ou un événement marquant qui t'a guidé vers finalement ce monde de l'éducation? Oui, pour revenir sur les projets, je parlais tout à l'heure de faire le lien, je voudrais juste boucler. Effectivement, il y a la grapho-éducation pour cette année. Ouais. Il y a aussi un très grand intérêt pour la parentalité et l'éducation au sens large. Ça fait partie des points d'intérêt aussi pour la suite de mon parcours que j'aimerais mettre en œuvre. Les rencontres, j'allais dire que... en fait, je crois que jusqu'à présent, dans mon parcours de vie, les choses positives comme celles moins agréables, qu'on pourrait dire négatives, m'ont toujours conduit vers quelque chose de positif, m'ont toujours porté. Tu disais par rapport, j'ai perdu mon travail, ça m'a permis de faire une formation, enfin voilà. Oui, mais il y a eu d'autres accidents dans ma vie aussi, voilà, ça fait partie de la vie, et j'ai toujours trouvé l'énergie pour aller vers autre chose, et ces choses qui m'ont porté. D'ailleurs, j'en profite pour remercier aujourd'hui toutes ces personnes que j'ai croisées, qui ont été bienveillantes ou non d'ailleurs, mais qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Parce que ça m'a permis de grandir, d'apprendre à me connaître. Alors, c'est jamais évident quand on a des événements qui sont un peu compliqués. Sur le moment, on se dit, oh là là, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, et au final, on en ressort grandi. D'accord. Ah oui, d'accord. J'étais en train de repenser à 2-3 émissions en arrière
Et la discussion que j'ai eue avec Michel Poulert sur le sujet reboucle avec ce que tu es en train de dire. Finalement, c'est pour ça que j'avais ce temps de réflexion. Oui. C'est quelque chose qui revient assez souvent, finalement, cette capacité d'adaptation, voilà, de cette capacité de s'adapter finalement aux événements et d'aller de l'avant. C'est souvent un dénominateur commun que j'observe en fait. Mais malgré tout, donc oui, parce qu'on a un petit peu de portrait, le portrait finalement de l'école. On a beaucoup parlé de l'école parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant finalement, cet enseignement Montessori. Et voilà, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens l'imaginent. Mais j'imagine que c'est pas aussi simple parce que là, j'ai entendu beaucoup de choses positives. J'imagine aussi qu'il y a des difficultés au quotidien, peut-être les contrôles, la crise Covid, les parents d'élèves, là, c'est peut-être sans doute pas évident non plus tout le temps, et y compris les enfants ou l'équipe pédagogique à gérer. Ça doit pas être simple tous les jours. Comment tu gères tout ça, en fait, en termes de pression? Alors Isabelle a un grand sourire en face de moi au moment où j'ai dit ça. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes au sein de l'école. J'ai été cofondatrice, je suis directrice et aussi éducatrice en charge de l'ambiance 3-6. C'est vrai que dans le quotidien, on a parfois des difficultés. Ça peut être avec les collègues, mais c'est à la marge. Et on a la chance vraiment dans les recrutements d'avoir trouvé des personnes de grande qualité. Et donc une vraie entraide se met en place. Avec les familles, le sujet de la parentalité que j'évoquais, c'est parce que dans mon quotidien, c'est très présent. Les parents ont besoin beaucoup d'être accompagnés. Mais c'est aussi ce qui est intrinsèque à notre fonctionnement à l'école, c'est qu'on échange beaucoup avec les familles, donc ce livre sur leur quotidien et certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc on essaie de les aider. C'est pour cette raison aussi que j'aimerais aller plus loin dans mes connaissances. Et puis effectivement, pour le reste, toute la gestion, ça se passe avant la classe ou après la classe. Mais toi personnellement, comment tu fais pour gérer cette pression, garder la même énergie? Alors avant Covid, le sport. Ouais. Donc là, je croise les doigts cette rentrée, pouvoir reprendre et la Zumba, le Pilate. Pour m'aérer, j'ai trouvé aussi. Le sport est important pour toi dans la vie? Oui, alors c'est pas non plus, je suis pas non plus une grande sportive, mais pouvoir m'accorder 2 heures dans la semaine pour penser à autre chose et me faire plaisir différemment, oui. J'ai trouvé le jardinage ce printemps à la maison. Voilà, ça m'a aussi permis d'être dans une bulle de méditation. Ça veut dire que la méditation est importante aussi? Tu médites toi-même? La méditation, alors je médite très ponctuellement sur des petits moments et j'ai été formée aussi à la méditation, d'ailleurs avec l'équipe, pour accompagner les enfants. Donc on l'a mis en place aussi au sein de l'école. Donc avec les tout petits, on met en place des séances de méditation. De la même manière qu'on a été formé à la communication non violente. Donc on a été chercher aussi des outils à l'extérieur pour bien accompagner nos petits. Et donc j'en profite. Ça c'est top. Voilà. J'en profite dans mon quotidien aussi pour essayer de les appliquer. C'est pas toujours facile. On sait bien, on se laisse parfois déborder, mais on essaie. D'accord. Bon, on arrive, bientôt au terme de cette émission. J'ai encore plein de questions à poser. On ne peut pas toutes les poser. Je remettrai naturellement, chers auditeurs, vous le savez, comme d'habitude, tous les liens concernant Isabelle, l'école Montessori et tout ce que vous avez besoin pour aller plus loin dans vos recherches sur le sujet. Je vais te poser les 2 questions rituelles. La première, tout d'abord, quel livre nous recommanderais-tu, ou me recommanderais-tu, ou nous recommanderais-tu, s'il y en avait qu'un? Oui, je l'ai emmené avec moi. C'est un livre que je recommande à toutes les personnes qui sont intéressées par Maria Montessori, et notamment aux parents qui arrivent aussi au sein de l'école. Il s'agit de l'enfant, de Maria Montessori, aux éditions Desclés de Brouwer. C'est un livre
qui est décrit de manière très claire et précise. C'est vraiment abordable et ça permet à chacun de mieux comprendre ce qu'est cette philosophie, cette pédagogie, pour pouvoir aller de l'avant avec les enfants. D'accord. Donc, on donnera les références. Allez, dernière question. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro ? Alors, j'aimerais te proposer d'inviter Romain Flandin-Granger. Il est dans les Alpes. Il est pas à côté. C'est un jeune homme sportif de haut niveau qui a dû stopper sa carrière pour différentes raisons. Il a eu une épreuve à surmonter dans la vie en 2014. Et suite à ça, 2 ans plus tard, il a décidé de faire un parcours en trottinette entre Biarritz et Chamonix afin de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Et il est également préparateur mental pour sportifs de haut niveau. Et il a accompagné notamment Anthony Benat, qui est skieur, j'ai pris des notes, mais qui est skieur de boss, qui a été champion du monde en 2015. Et je pense qu'il pourrait avoir un bel échange avec toi. Super, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Isabelle. Écoute, tu as le mot de la fin. Si je peux me permettre, j'ai 2 mots. Oui, allez. Non, mais le mot, c'est une image. Hein. Tu peux même 3 phrases, 4 phrases, 5 phrases. Ce sera pas long. Oui, non, mais prends le temps qu'il faut. Oui. Il y a tout d'abord, le premier mot, c'est écoute. Soyez, si je peux me permettre, chers auditeurs, en tout cas, soyez à l'écoute. À l'écoute de vous-même, à l'écoute des autres, à l'écoute des personnes que vous croisez sur votre chemin de vie. Ça peut être très enrichissant et important. Et le second mot, ce serait confiance. Ayez confiance en la vie, même si parfois elle n'est pas tendre, mais il y a aussi de très beaux moments. Ayez confiance en vous et suivez vos intuitions. Superbe. Merci beaucoup, Isabelle. Merci d'être venue. Merci à toi, Laurent. D'être venue ici au studio Marine. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, I feel.